vacances scolaires. Cette rentrée des classes, un vrai casse-tête pour les parents d'élèves tenaillés entre les fournitures et les nouveaux habits de leurs enfants. À Ziguinchor, la rentrée des classes ne devrait pas être effective pour certains élèves. Les eaux de pluie occupent toujours quelques établissements scolaires. Saisie spectaculaire de drogue et de faux billets par la gendarmerie de Rufisque, elle met fin ainsi aux agissements illicites de délinquants résidant à Keur Massar. En Deguesem, sur le pied de guerre, la coalition donc des syndicats de la santé qui réclame son dû tient un sitting en guise d'avertissement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais dans le sommaire, la rentrée des classes, vous le savez, c'est prévu pour demain lundi. Les parents d'élèves qui ont donc rejoint quelques marchés de leurs localités respectives, c'est pour trouver des habits pour leurs enfants, des friperies pour toutes les bourses. Mais cette année-ci, les prix, nous dit-on, ont grimpé, ce qui le fustige. Ils invitent par ailleurs les vendeurs à à diminuer plutôt les prix de ces produits. Nous écoutons le reportage d'Abib Faye. À moins de 24 heures de la rentrée des classes, les parents font la course contre la montre au marché. Objectif, trouver des habits à leurs enfants. Ici, la friperie est la star du jour, mais avec la cherté de la vie, ils sont obligés de débourser de fortes sommes pour s'en procurer. J'ai un budget limité pour la friperie. Mon travail ne me permet pas d'acheter du prêt-à-porter. Nous n'avons pas assez d'argent parce que nous sommes dans une crise économique. Ils disent qu'ils ont diminué les inscriptions, mais ce n'est pas ce que nous avons constaté. On a payé le même prix. Ce père de famille est un habitué des lieux, selon lui. Chaque année, il vient avec ses paires de chaussures pour les échanger avec d'autres. Oui, bon, je suis là, mais j'ai amené quelques paires sur les quelques paires de l'année passée. Donc, je fais l'échange. En même temps aussi, je vais aller sur les grandes boutiques pour chercher quelques paires de chaussures aussi. Donc, pour mélanger les chaussures, quoi. Bon, ça va, le coup, ça va. Oui. Il y a des bons chaussures, un peu chers, il y a des chaussures. Voilà. Malgré leur maigre bourse, ils veulent voir leurs enfants porter de belles tenues le jour de la rentrée des classes. Depuis ce matin, je suis là, je ne trouve pas les habits que je souhaite. Le prix de la friperie est très cher, mais je voulais acheter des prêt-à-porter. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Le marché n'est pas à notre portée, mais nous sommes obligés de faire avec. Tout ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent étudier et prendre la relève pour nous soutenir. Vous voyez, tout est cher ici, même les sacs. Ils sont nombreux à choisir la friperie. Selon eux, elle est la plus accessible pour toutes les bourses. Mais cette année, ils notent une hausse du prix des vêtements. Abib Faye, merci. Direction Pout, c'est dans la région de Thiès et c'est pour parler justement de cette ouverture des classes annoncée pour demain. Mais là-bas, le constat, c'est que les établissements sont occupés par les herbes, mais également les moustiques, mais aussi les eaux de pluie, ce qui rend donc cette rentrée difficile. Tout de même, les autorités ont pris les devants avec les services d'hygiène, mais également de bonne volonté pour essayer de dégager tout cela. Et là-dessus, nous allons écouter le reportage de Cheikh Anta Diop en compagnie de Seyla Tir. Sont visibles au niveau de toutes les écoles élémentaires de Pout. Les moustiques pullulent. Cette situation risque de plomber l'ouverture des classes ici à Pout. Ce matin même, j'étais dans mon bureau, mais je n'avais pas la possibilité de travailler avec les moustiques. Dans la cour, c'était la même chose. C'est des classes qui sont fermées pendant plusieurs mois. Certes, il y a le désherbage, mais il y a des jeunes du quartier qui ont promis de faire ça. Mais la commune souvent ne tarde pas. Le maire de Pout a fait appel à la brigade régionale d'hygiène de Thiès pour procéder à la désinfection et la désinsectisation des écoles. La brigade régionale de l'hygiène a entamé ces batteries d'action qui permettent en réalité de sécuriser les élèves, surtout du point de vue de ces deux contextes. Moi-même personnellement, je me suis investi pour pouvoir appuyer les équipes techniques. Après Pout, capitaine Idrissa Ndiaye et ses hommes se sont rendus à l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, une école qui a une particularité. L'INEFJA aussi, c'est une école particulière. Donc on a voulu un peu faire toutes ces activités dans tous les lieux qui accueillent des élèves et même des étudiants. Si ce n'est pas effectué, en réalité, on peut voir des élèves en cours d'année scolaire qui tombent malades. Le directeur de l'INEFJA félicite le service de l'hygiène. Et cela
cela augure vraiment des lendemains meilleurs pour une bonne rentrée scolaire. Cette action vient à point nommé et va soulager les élèves. À Ziguinchor, nous signalons cette rentrée des classes va s'effectuer à double vitesse puisque la plupart des établissements scolaires sont prêts à recevoir les élèves ce 7 octobre pour le démarrage effectif des établissements, plutôt pour le démarrage des enseignements, mais dans d'autres écoles, nous dit-on, les conditions pour démarrer les enseignements ne sont pas du tout réunies du fait des inondations avec la poursuite de la pluviométrie dans la région du Sud. C'est un reportage signé Lamine Ba en compagnie de Lamine Mandian. La rentrée des classes sera bien effective ce 7 octobre dans l'essentiel des établissements scolaires de la région de Ziguinchor. La journée Setal Sunureo a été mise à profit pour mettre à niveau les écoles afin de favoriser un bon démarrage des enseignements. Ici, à l'école Atabatabar, située au quartier Koloban, tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Nous sommes pratiquement à la veille de l'ouverture des classes. Nous pensons que c'est notre devoir en tant que citoyen, mais également en tant que responsable du quartier, de participer en tout cas à nettoyer en tout cas l'établissement scolaire. C'est vrai que nous sommes en période de Nawetan, mais nous sommes une association sportive et culturelle. Donc nous avons l'obligation aussi d'accompagner l'État dans toutes les initiatives qu'il prenne pour permettre à nos enfants de pouvoir en tout cas démarrer l'année scolaire dans d'excellentes conditions. Le constat est aussi le même à l'école Moussa Bari, située au quartier Boukotte. Ici, les communautés se sont mobilisées en masse pour rendre l'établissement opérationnel dès la rentrée. Bon, actuellement, on est en train d'assainir l'école Moussa Bari, qui est le siège de la zone. Et ensuite, par rapport aux ASC qui polarisent l'école, on a demandé à toutes ces ASC-là de venir répondre à l'appel du président de la République, du gouverneur et de l'IA, pour que par rapport à l'ouverture, que les ASC se mobilisent pour essayer au moins d'apporter leur coup de main par rapport à leur devoir de citoyen. C'est la raison pour laquelle, le matin de bonne heure, les gens sont commencés à sortir de petit à petit pour essayer d'enlever les herbes, nettoyer pour que au plus tard le lundi, que les élèves soient prêts pour entrer dans les classes. Décor très différent à l'école Amitié Canada-Sénégal. Cet établissement est encore sous les eaux et les responsables de l'école ne comptent pas prendre le risque de recevoir les élèves dans ces conditions. L'école a beaucoup de difficultés, Michel. Vous l'avez bien vu, l'école est inondée, les bâtiments sont vétustes, il y a presque trois toitures qui sont endommagées. Les toilettes sont inaccessibles. Alors c'est pourquoi souvent, dès octobre, on n'arrive pas à ouvrir les classes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau partout dans la cour de l'école. Et on rencontre souvent des reptiles, n'est-ce pas, dans l'environnement de l'école. Et on ne pourra jamais prendre ce risque, amener les enfants pour les mettre comme ça dans l'école, dans les classes, tant que l'école n'est pas sécurisée. Oui. Voilà, je lance vraiment un appel au ministre de l'Éducation nationale pour qu'il jette un œil sur l'école Amitié Sénégal-Canada. Ça fait des années que l'école traverse des difficultés, des années. Et aujourd'hui, il y a des bâtiments tellement vétustes que nous avons des inquiétudes par rapport à ça. La rentrée sera effective dans la majorité des écoles de l'Académie de Ziguinchor, mais la situation reste très complexe dans d'autres écoles encore sous l'emprise des eaux de pluie avec la poursuite de la pluviométrie. Merci à Daradiolof. Le collège d'enseignement moyen Angle-Islam est à l'ère du numérique. Le ministre des Infrastructures et des Transports a équipé la salle informatique de ce collège. C'était en marge de la journée de la citoyenneté à laquelle, justement, El Hadj Malik Ndiaye a invité les jeunes à plus de patriotisme, mais également au respect des symboles de la nation. El Hadj Malik Ndiaye est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et de Sidi Diam. Citons les jeunes, mais aussi tout simplement les populations à la citoyenneté, au patriotisme, que chacun se préoccupe de la chose publique. C'est de ça dont il s'agit. Donc nous avons identifié le nombre de villages du département, plus de 1296, mais aussi les établissements publics qui sont là, pour les doter de drapeaux national afin en tout cas de permettre à ce que la citoyenneté et le Sénégal puissent rester toujours dans le cœur et l'esprit des citoyens. Donc la levée des couleurs, comme le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le fait chaque mois, doit être aussi suivie au niveau du territoire national. Et c'était donc important pour nous de commencer en tout cas à apporter notre soutien. Nous avons réceptionné une salle informatique toute moderne au niveau de l'école Angle-Islam.
pour commencer à positionner les enfants, en tout cas sur le numérique, parce que nous sommes à l'ère numérique. Il faut donc faire de sorte que les enfants puissent commencer dès le bas âge, à l'école primaire même, à se familiariser avec l'ordinateur, avec les outils numériques, et pour pouvoir demain, en tout cas, être les véritables vecteurs du développement. Là, nous sommes à l'école franco-arabe, qui est aussi une école d'excellence, qui sont en train de faire un travail remarquable malgré les conditions difficiles. Le proviseur vient de me rappeler qu'ils n'ont même pas de bloc administratif, donc ni de salle informatique. Nous avons bien pris note et nous allons voir avec nos collègues, en tout cas, pour essayer de faire le nécessaire. Nous parlons à présent de la rentrée universitaire 2024-2025. La directrice générale du Centre des œuvres universitaires régionales du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio rassure les étudiants. Elle dit que tout est fait prêt en tout cas pour les accueillir. À Rufisque aussi, beaucoup d'établissements scolaires sont opérationnels à la veille de la rentrée scolaire. Rufisque, Abdou Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Dédié à la salubrité de nos établissements scolaires, les anciens de l'école élémentaire Mbaindir dans la commune de Rufisque-Ouest ont répondu à l'appel des autorités. L'établissement a fait peau neuve, il est fin prêt pour accueillir enseignants, apprenants et personnel administratif ce 7 octobre. Qu'est-ce qui a été fait? Bon, depuis quand même un certain temps, l'école était devenue quasi, comme toutes les écoles du pays, quasiment impraticable. Si vous avez vu tous les efforts qui sont en train d'être faits depuis que cette journée a été dédiée à l'école, aujourd'hui nous sommes certainement en train de mettre la dernière touche pour qu'elle soit opérationnelle, donc pour désherber, ensabler encore pour que les élèves puissent être dans des conditions excellentes de sécurité et de propreté pour démarrer l'année scolaire 2024-2025 le lundi prochain, Inch'Allah. Un geste imité par le Centre des œuvres universitaires de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Nous avons désinfecté tous les pavillons. Nous avons nettoyé tous les pavillons. Nous avons saupoudré l'environnement de l'université. Donc tout est fin prêt à 90%. Nous avons également embelli nos espaces, nos espaces publics, les espaces verts. Je parle sous le contrôle du directeur du département de l'environnement. Donc tout est fin prêt pour bien accueillir les étudiants. Et je rappelle que les étudiants doivent revenir à partir de demain au sein du campus. Le restaurant est fin prêt, le campus social est fin prêt, dont les pavillons sont faits prêts. Le service médical également est à pied d'œuvre. Donc à 90%, je pense que nous sommes prêts à accueillir les étudiants. La journée nationale citoyenne dédiée à la communauté éducative a été largement suivie dans le département de Rufisque. Pour la désinfection, la sous-brigade d'hygiène de Rufisque est invitée à jouer son rôle. Beaucoup déplorent son manque d'inactivité, contrairement aux années passées. Réputé être le centre hospitalier le plus nauséabond de la région de Kolda à cause de l'insalubrité qui y règne, l'hôpital régional de Kolda a reçu un coup de balai de la part de son personnel. Dr Fallou Niang est le directeur du centre hospitalier régional de Kolda. Il faisait partie de ceux-là qui ont toqué donc leur blouse pour les balais. Ces propos sont recueillis par notre correspondant dans la capitale du Fouladou, Abdoulaye Diallo. De citoyenneté qui rentre dans le cadre des directives de la vision des premières autorités, notamment le chef de l'État, qui a impulsé cette initiative. Donc nous nous inscrivons dans cette dynamique. Donc ça a été l'occasion avec le personnel de l'hôpital, particulièrement de venir vraiment essayer d'améliorer la propreté de notre hôpital, le cadre de vie, mais également les conditions de soins. Donc c'est une journée qui s'inscrit dans cette dynamique d'investissement humain, mais également vraiment de raffermir les liens entre le personnel pour un objectif commun qui est le bien-être de notre hôpital et de nos usagers. Actuellement, c'est extrêmement important. Le cadre de vie et l'accueil dans les hôpitaux constituent quand même un élément fondamental dans le cadre des missions de soins qui sont assignées aux établissements publics de santé. Et voilà, c'est dans cette option qu'on a voulu investir avec cette journée pour rendre agréable le cadre de vie, essayer de nettoyer. Il y avait deux équipes. Il y avait une équipe qui était dans les espaces communs, mais il y a d'autres équipes, des femmes de ménage qui étaient dans les salles, dans les services en train de décontaminer, de nettoyer. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre vraiment d'une diminution de ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Et ça également assure de meilleure qualité et une meilleure sécurité dans les soins que nous dispensons.
Naturellement, c'est une activité qui s'inscrit maintenant dans l'agenda de cet hôpital tous les mois, vraiment avec le personnel et sur des objectifs bien définis. Je vous l'annonçais dans les titres avec cette saisie de chanvre indien et de faubier par les brigades de la compagnie de gendarmerie de Rufisque. C'est dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. La brigade territoriale de la zone franche industrielle et la brigade de recherche de Kermassar ont respectivement saisi 500 kg de chanvre indien et des faubiers d'une contre-valeur estimée à 1 milliard de francs CFA. C'était donc ce vendredi. Les individus qui ont été appréhendés dans le cadre de ces affaires ont été placés en garde à vue et seront déférés devant les juridictions compétentes. Suivons à ce propos le chef d'escadron Kalautine. Il est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kermassar. Texte marqué par une insécurité montante et un trafic de tout genre, la gendarmerie répond par des actions d'opération de sécurisation permanente. Dans ce cadre-là, une opération combinée a été menée, se basant sur la brigade de recherche de Kermassar, la brigade de gendarmerie de zone franche industrielle et la brigade de Thiaroye. C'est ainsi que le renseignement a fait état du débarquement du produit embarqué dans un véhicule de type Ford. Le déplacement de nos hommes, notamment du commandant de brigade de zone franche, a permis effectivement de trouver le véhicule sur place et après fouille, le produit y trouvait exactement. Il s'agissait notamment de 5 sacs de 100 kg de chanvre indien. La deuxième chose concerne un renseignement qui faisait état d'un réseau de faux monnayage nourri par un marabout qui se trouverait en Gambie. L'exploitation de ce renseignement a permis à la brigade de recherche de Kermassar de mettre en place un système de suivi de cette affaire. Ainsi, le marabout avait contacté une personne ici à Dakar qui devrait en tout cas pouvoir servir d'intermédiaire pour laver les faux billets dont la valeur serait estimée à 1 milliard de francs CFA. Actuellement, les personnes qui ont été appréhendées sont actuellement gardées à vue au niveau des locaux de la brigade de recherche. Une enquête a été ouverte. Nos autorités hiérarchiques de la gendarmerie, les autorités judiciaires ont été informées et le procureur nous a demandé de continuer l'enquête. Et c'est le moment de rappeler les numéros par lesquels toute personne peut saisir la gendarmerie. Il s'agit du 800 00 20 20 et du 123. L'association du cancer du sein du Sénégal a organisé ce dimanche sa 7e édition de la Marche Rose. C'est pour sensibiliser contre cette maladie, une randonnée en présence de la première dame du Sénégal. Une occasion également pour les femmes de réclamer la gratuité de certains soins médicaux concernant justement cette maladie. Voici le compte rendu signé Papa Faragning et Alun Diagne. Main dans la main sur la corniche ouest, tous vêtus de rose. En première ligne, la première dame du Sénégal pour sensibiliser sur le cancer du sein. Lors du lancement de l'Octobre Rose, le plaidoyer qu'a fait son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur les réseaux sociaux. Ça a été un beau moqueur pour nous, anciennes malades, pour nous, associations, mais surtout pour les malades. Quand on nous a informé que Madame la Première Dame allait venir marcher pour soutenir ses sœurs, ses mamans sur cette maladie et soutenir l'association Cancer du Sein dans le combat que nous menons depuis 11 ans, nous étions vraiment très ravis et très satisfaits. Une maladie encore coûteuse, malgré les efforts du régime précédent, les femmes réclament la gratuité pour certains soins. Il y a beaucoup de cas à des stades avancés. C'est tout simplement, parce qu'il y a le problème de la connaissance de la maladie, mais surtout, ce qui freine, c'est la prise en charge, les coûts de la prise en charge. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez voir une malade qui va arriver avec un stade 1, mais faute de moyens, elle va se retrouver au stade 4. Alors que s'il y avait une gratuité au stade 1, elle va s'en sortir parce que le cancer du sein se guérit. Le cancer du sein gagne du terrain malheureusement au Sénégal, d'où l'appel de ces femmes
pour un dépistage précoce. Le plus dur, c'est quand le mari vous abandonne à cause d'une ablation du sein. Ça fait très mal. On peut bien guérir de la maladie. J'avais moi-même le cancer et d'autres femmes en sont guéries aussi. Si on va à l'hôpital très tôt, on peut vaincre la maladie. Actuellement, le cancer du sein, ce n'est même pas seulement pour les femmes seulement, mais ça concerne aussi les hommes. Donc le cancer du sein, ça peut attraper les hommes comme les femmes. Donc c'est un fléau qui, à l'heure actuelle, ça s'éparpille dans le monde. Donc c'est une maladie multidysfonctionnelle. Et j'appelle mes camarades, les femmes, les hommes et tout le monde à se faire dépister. Une randonnée qui a duré près de 3 tours d'horloge organisée par l'Association du cancer du sein. La 7e édition de la Marche Rose, une manière pour conscientiser les femmes et les hommes et les amener à se prémunir de cette maladie tueuse. Toujours dans ce secteur de la santé, mais cette fois-ci, nous parlons du syndicat Andegesem, un syndicat donc de la santé qui avertit donc les autorités dans ce communiqué. Ils disent que jusqu'au 10 octobre courant, si les salaires des contractuels de l'INDSS ne sont pas payés, de même que la motivation nationale du 3e trimestre 2024, un sit-in national d'avertissement sera tenu le vendredi prochain de 10h à 13h avec le respect des audiences et du service minimum. Ce sit-in national sera précédé d'un dépôt de préavis couvrant la période du 11 novembre 2024 au 11 janvier 2025. C'est pour exiger du gouvernement le paiement immédiat des salaires et accessoires de salaire des contractuels. Le ministre de la Santé bloque l'ouverture du centre d'hémodialyse de l'hôpital Mam Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaoune. L'autorisation du ministre pour la construction du centre est attendue depuis 6 mois. Le Royaume du Maroc a mis à la disposition de la cité religieuse tout le matériel adéquat pour le début des activités. La mairie de Tivaoune, qui s'engage aussi à construire le bâtiment, seule la signature du ministre manque pour le démarrage des travaux. Suivons les explications de Seyni Voyel. Il est membre de la Hadara Tijania au micro de Cheikh Anta Diop et de Seylatir. Elle a été réceptionnée le 23 mars. Le 23 mars, on a reçu même l'équipe de Carrefour Médical qui a visité le matériel et qui a certifié. On a été retourné à l'hôpital pour même visiter le site sur lequel on doit ériger le centre d'hémodialyse. L'hôpital a donné le site. Le maire de Tivaoune s'est engagé à construire. Donc il ne reste que l'autorisation du ministère de la Santé pour la construction du centre d'hémodialyse. Une lettre a été introduite dans ce sens pour les informer et demander l'autorisation donc de construire le centre d'hémodialyse dans l'hôpital Mam Abdoul Aziz Dabakh. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de suite, une réponse. Depuis 6 mois. Retour à Dakar et nous nous rendons à Keur Mbaye-Fall, Djegui Guinaroy. Il faudra noter que les populations de la localité sont très remontées et sont en ordre de bataille et dénoncent le projet de déguerpissement de l'unique garage clando qui couvre tous les quartiers de la zone. En plus du garage, le terrain de sport, les places d'affaires et les cimetières sont concernés par cette opération de délogement prévue dans quelques jours. Et nous allons suivre plutôt Morphal, leur porte-parole. Il est avec Abdoulaye Patehan. Oui, le garage là, ça représente beaucoup de choses pour ce terroir, parce que pour la commune d'Ambao, d'une manière générale, ça représente beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pourraient faire autre chose, qui pouvaient être dans l'agression, pour être dans d'autres choses, prendre les pirogues pour aller en mer, etc. Donc là, cela nous a épargné de ça. Donc ce garage-là, c'est une entreprise, donc c'est une très bonne chose dans cette localité-là. Et nous sommes prêts à soutenir ces jeunes-là pour que ce garage-là demeure ici. Ils ne le connaissent pas, hein? Ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire, ce qui les préoccupe, c'est tout simplement de prendre le terrain, n'est-ce pas, peut-être de faire des parcelles pour les vendre, etc., pour régler leurs problèmes. Mais je crois bien qu'ils ne connaissent même pas donc l'importance de ce garage dans ce village. Je demande au ministre de l'Urbanisme vraiment d'éclaircir la situation de ce site. C'est important. Parce qu'au moins, pour qu'on puisse dormir, il faut que ce problème-là soit réglé définitivement. Et puis ce communiqué de Macky Sall, président du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, lui qui a adressé cette lettre ce matin à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française,
Comme vous le savez, a-t-il dit, probablement les circonstances de la vie politique sénégalaise suite à la dissolution de l'Assemblée nationale m'ont amené à être investi tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues à la date du 17 novembre 2024. Dans ces conditions, dit-il, et pour éviter tout risque d'incompatibilité et de conflit d'intérêts, je voudrais porter à votre aimable attention que j'ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète à compter du 9 octobre après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel j'avais déjà pris des engagements. Mobiliser la communauté internationale autour des objectifs du pacte de Paris pour les peuples et la planète aura été pour moi une tâche exaltante. Je tiens à vous remercier vivement pour votre confiance et en vous renouvelant mon fidèle attachement à notre amitié. Soyez assurés que je reste toujours disposé à travailler avec vous sur des sujets d'intérêt commun. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et amicale considération, signé Macky Sall. Absence du président Diomaye Faye au 19e sommet de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères évoque un problème de calendrier. Est-ce l'unique raison ou serait-elle liée à d'autres considérations? Surtout que pour beaucoup d'observateurs, certaines décisions avec la situation dans la sous-région ont fait perdre à l'organisation une partie de sa crédibilité. Alassane Ba pour les détails. Son absence au 19e sommet de la francophonie a suscité plusieurs réactions. Mais en réalité, si l'on se fie aux propos de la ministre Yacine Fall, un problème d'agenda serait à l'origine de la non-participation du président Diomaye Faye, qui a toujours revêtu une importance particulière pour le Sénégal. Dans son entretien accordé à TV5 Monde, la ministre de l'Intégrité africaine et des Affaires étrangères, qui a représenté le chef de l'État, répondra à la question du journaliste sur l'absence commentée du président de la République, que ce qui prime, ce sont les questions nationales. Diomaye Faye voulait faire le déplacement, mais il n'a pas pu le faire. S'agit-il uniquement de cela ou existe-t-il d'autres raisons cachées non évoquées? En tout cas, au vu de la situation dans la sous-région et certaines décisions jugées incomprises de l'organisation ont porté un sacré coup sur sa crédibilité et les valeurs qu'elle incarne aux yeux de nombreux observateurs. Le sommet de l'OIF, dont le Sénégal est membre fondateur, est un rendez-vous de débat d'orientation diplomatique, des échanges dans un contexte international marqué par la guerre dans certains pays du Moyen-Orient. Et pour Emmanuel Macron, la francophonie constitue un moyen d'influence dont les membres doivent porter ensemble une diplomatie qui défende partout la souveraineté et l'intégrité territoriale sans double standard. Innover, entreprendre. Merci à vous, Alassane Ba. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média et très bon début de semaine. Ciao.